Donc, je suis Florence Coquel, chef de projet. Notre réseau il est coordonné par le professeur Olivier Blin à Marseille, qui est chef du service de pharmacologie clinique, entre autres compétences, et qui regrette aujourd'hui de ne pouvoir être présent. Il est en déplacement à l'étranger. Je vais vous présenter ce que c'est OrphanDev, puis comment ça a émergé sous sa forme actuelle. Voilà. OrphanDev, c'est à l'origine une plateforme qui est labellisée FCRIN. Donc j'avais juste mis un petit encart pour, au cas où FCRIN ne serait pas connu de tous. L'infrastructure FCRIN, c'est une plateforme de soutien et de structuration de réseaux nationaux de recherche, d'expertise et d'investigation clinique dans des thématiques médicales ciblées. C'est un partenariat INSERM, CNCR, hôpitaux, Rassemblement déchu, etc. Cette plateforme, elle était rattachée à Aix-Marseille Université, l'Institut de neurosciences et l'unité 1106. Et puis, elle a évolué et notamment sollicité un label national réseau FCRIN en 2021. Et elle a obtenu cette reconnaissance. Alors, l'histoire de cette évolution, c'est aussi le projet du PNMR 3 qui prévoit son expansion, et notamment afin d'élargir son périmètre d'action au service de l'écosystème maladies rares, de l'ensemble des parties prenantes. Alors, pourquoi ? Aujourd'hui, OrphanDev regroupe la quasi-totalité des acteurs du domaine des maladies rares, tant académiques, privés que de la société civile. Et puis, je développerai plus avant cette particularité. Son développement découle d'un triple besoin. D'abord, celui de la transversalité. On sait que le Haut Conseil de santé publique, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui ont été cités tout à l'heure par Vincent Vauchel pour l'évaluation du PNMR 3, avait mis en évidence dans le rapport d'expertise l'importance de la transversalité pour dépasser les particularités des maladies rares. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans cette action transversale d'un certain nombre d'acteurs variés, venant d'horizons divers, la création d'un espace de dialogue et de concertation pour gagner en complémentarité et en efficacité. Le principe d'action, c'est d'éviter les redondances entre les projets, d'éviter le travail en silo, et puis de se parler pour savoir ce que font les uns et les autres à l'origine. Dès qu'il y a un projet, une idée, la première étape, c'est de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà développé ce projet par ailleurs, et de recenser tout ce qui peut être fait. Le deuxième besoin, c'est celui d'un plus grand décloisonnement entre les sphères industrielles et académiques, en améliorant le dialogue et les process. Et là, on constitue, nous, au réseau, une interface publique-privée, puisqu'il y a des représentants industriels. Et enfin, celui de l'apport d'une expertise facilitante pour accélérer la mise à disposition des innovations pour les malades. On parle là de lever des freins administratifs, réglementaires et juridiques. Alors concrètement, dans nos constituants, il y a 4 grands groupes. Les acteurs publics, privés, les représentants de la société civile, des représentants des associations de patients, et les grands projets structurants. Alors on pense à ECRIN et FCRIN, et le pendant européen de FCRIN, c'est ECRIN. Voilà. À l'EBJPRD, que vous connaissez, le European Joint Programme on Rare Diseases, et puis un certain nombre de réseaux FCRIN comme le nôtre, Immediate, PetStart, qui concerne la recherche clinique pédiatrique. Voilà, la BNDMR, qui a été évoquée tout à l'heure, Radicaux pour les cohortes. Au niveau public, les acteurs sont d'abord les filières de santé maladies rares, et Firando participe et contribue à nos travaux, la coordination des CIC, et puis un certain nombre d'instituts thématiques. Je vois Thierry Bru, et donc Barbara contribue aux travaux, l'Institut Imagine ici à Paris, et puis un acteur que vous connaissez tous, Orphanet, sur les données. Voilà, au niveau des acteurs privés, le LEM, France Biotech, un certain nombre de CRO et d'entreprises participent aux travaux. Voilà.
notamment les représentants et les animateurs du comité maladies rares du LEM et du comité stratégique de filière. Alors il y a un certain nombre de thématiques qui sont développées et que j'évoquerai tout à l'heure, mais il y a aussi un volet formation. Historiquement, OrphanDev était à l'origine d'une formation qui est destinée aux patients sur Explique-moi les essais cliniques. Il y a des DU en cours sur le chef de projet en santé et puis le DU que vous connaissez, interfilière sur les essais thérapeutiques dans les maladies rares. Juste une rapide slide pour aller vite sur la gouvernance. C'était juste pour vous indiquer que voilà, dans notre mode de fonctionnement, outre la cellule opérationnelle et le coordinateur, il y a un comité exécutif qui définit et priorise les projets. Et puis surtout un comité stratégique, et je l'ai mis parce que c'est important, il est vraiment ouvert à tous. C'est un espace collaboratif et donc voilà, tous ceux qui souhaitent contribuer sont invités à y participer. Le principe d'OrphanDev, vous l'avez compris, hein, c'est le volontariat. Toutes les bonnes volontés pour faire avancer le développement de solutions dans le cadre des maladies rares. Alors, quelle modalité de travail ? On fonctionne avec des groupes thématiques. Donc, je le disais, ils sont proposés et constitués par le comité exécutif et pilotés, animés par une ou plusieurs personnes. Le principe, c'est qu'ils sont complémentaires, jamais redondants avec les groupes existants. Ils mobilisent l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés par la thématique. Ils intègrent les différents angles et points de vue et ils assurent une représentation publique-privée équilibrée. Le deuxième mode, ce sont les projets spécifiques, c'est-à-dire les projets pour lesquels on est sollicité, nos réseaux, en appui, en accompagnement, par des acteurs individuels ou des consortiums, publics ou privés. Voilà. Alors, quelques mots sur les axes stratégiques du réseau. Aujourd'hui, OrphanDev a 3 axes stratégiques. Le premier, c'est sur l'opérationnalisation de la recherche clinique dans les maladies rares, l'optimisation des parcours de soins par les données de santé, c'est tout ce qui concerne IA et maladies rares, et vous êtes mieux placé que moi pour évoquer ce sujet-là, c'était l'objet de votre colloque scientifique d'hier. Et puis faciliter l'accès aux innovations pour les patients. On parle là d'évaluation des innovations thérapeutiques, mais aussi diagnostic, dispositifs médicaux, e-santé, etc. Alors pour chacun, peut-être un point d'avancement des travaux. Dans le cadre de la recherche clinique, vous savez que un des points qui avaient été remontés par les acteurs, c'était la difficulté qu'ils avaient parfois face aux questions des CPP, des membres des CPP sur les projets qui leur étaient soumis, du fait des spécificités des essais dans les maladies rares que vous connaissez, design particulier des études, petits effectifs, etc. Et donc on a travaillé avec le CNRIPH et le professeur Pierre-Henri Berthois sur cette question de la sensibilisation des membres CPP, voilà, à cette particularité des maladies rares. On a un projet de centre labellisé en recherche sur le modèle des clips de l'INCa en cancérologie. Donc l'INCa a développé en 2010 un modèle de centre labellisé d'innovation précoce en cancérologie. C'est une initiative publique-privée de soutien à la structuration et à l'excellence de centres en France qui constituent un maillage du territoire. Voilà, l'idée, c'est d'améliorer la compétitivité des centres français au niveau international, la compétitivité et l'attractivité, bien sûr, de ces centres. Et l'initiative CLIP, que vous connaissez sans doute, a des résultats très positifs en termes de succès d'essais initiés en France ou développés en France, et puis de nombre de patients qui peuvent bénéficier des innovations dans le cadre de ces essais qui a vraiment beaucoup augmenté. Voilà, donc sur le modèle de ces centres-là, l'idée c'est de se dire, voilà, dans les maladies rares, quelles seraient les ressources supplémentaires à
accordé à certains centres qui seraient labellisés là aussi pour leur permettre, en termes de formation, en termes d'augmentation de compétences ou de structuration interne, de se hisser à ce niveau d'excellence attendu au niveau international. Donc ce projet, il est actuellement en cours de présentation à un certain nombre d'acteurs au niveau national pour pouvoir être concrétisé. Un autre projet est celui du panorama de la recherche clinique de promotion académique dans les maladies rares. Vous savez que le LEM a initié un projet qui s'appelle Horizon Scanning qui présente un panorama de la recherche clinique de promotion industrielle. Et ce panorama, il est une source d'enseignement et d'analyse intéressante. Vous avez probablement vu passer au printemps la publication d'un rapport sur les maladies rares. Et voilà, l'idée, c'est de se dire il faudrait le même panorama. C'est un projet que j'ai discuté avec Vincent Vauchel sur la recherche de promotion académique. Il y a une des sources de données qui est bien sûr constituée par les données dont dispose la NSM, mais vous avez vous aussi remonté un certain nombre de données à la DGOS dans le cadre des dossiers de labellisation sur l'ensemble des projets de recherche que vous portez. Voilà, j'ai mis aussi qu'il y avait eu la participation à la conception de 3 projets européens. Peut-être un petit focus que je voulais faire sur la question des méthodologies spécifiques aux maladies rares. OrphanDev a été auditionné en décembre 2021 par un groupe de travail qui avait été mis en place à la HAS suite à la saisine d'Olivier Véran, vous savez, sur les méthodologies pour l'évaluation des innovations. Et donc l'objectif là, c'était de pouvoir militer pour la prise en compte des spécificités des maladies rares, voilà, notamment dans le design et l'analyse des essais cliniques avec des petits effectifs. Voilà, l'idée, c'est de prendre en compte la grande hétérogénéité dans les maladies rares, la dispersion des patients, la nécessité d'avoir des designs spécifiques, l'absence de comparateurs, voilà, tous ces éléments que vous connaissez et qui ont fait l'objet d'une présentation particulière et qui font l'objet de réflexions et de travaux dans le cadre du groupe de travail recherche clinique. Alors, j'ai passé une slide où elle sera après, pardon, c'est pas dans l'ordre. Un autre axe, c'est celui de l'accès aux innovations et de l'évaluation. Alors il y a un groupe de travail pluridisciplinaire et transversal qui a été mis en place avec tous les participants qui étaient volontaires, et il est très important ce groupe de travail-là, et vous en êtes, Firando, qui inclut des industriels, des représentants de filières, des représentants de patients, la BNDMR également. Et, ce groupe a travaillé sur l'identification d'un certain nombre de propositions qui ont fait l'objet d'une publication et qui ont surtout été présentées à la Haute Autorité de Santé le 28 novembre dernier, à la directrice de la Haute Autorité de Santé, qui ont été présentées à un certain nombre de conseillers des cabinets ministériels concernés sur cette question. Ces travaux font suite à une rencontre qui avait eu lieu avec Pierre Cochat, le président de la commission de transparence de la HAS, sur l'interrogation relative aux critères qui étaient utilisés dans la doctrine de la HAS pour l'évaluation, et notamment la nécessité, et qui était bien comprise par chacun, de disposer de données plus robustes pour pouvoir évaluer les thérapies, et notamment en décalant la durée de l'évaluation pour permettre d'obtenir ces données concrètement. Alors, est-ce que j'ai... voilà, je me dépêche, mais juste pour vous présenter, parce que je pense que ça peut vous intéresser, voilà, les propositions qui ont été présentées dans le cadre de l'accès précoce, qui est une réforme qui est apparue l'année dernière, avec l'idée de demander un sursis à statuer à la HAS pour pouvoir reporter l'évaluation, la décaler dans le temps,
du fait de demande de données en vie réelle complémentaires. Ça concerne notamment les maladies à évolution lente, voilà, pour lesquelles on sait qu'on n'aura pas d'évolution de données rapide. Le deuxième principe de cette proposition, c'était de se dire qu'il nous faut une réunion de concertation multipartite et conventionnelle entre la HAS, l'industriel, et les filières de santé maladies rares et les associations de patients, pour définir ensemble, de façon conjointe, les besoins et les données de vie réelle à récolter et la façon dont on va s'y prendre. Voilà, ça permettrait, dans les propositions qui ont été présentées, et dont on attend la réponse là maintenant, de permettre d'avoir une décision décalée dans le temps jusqu'à un maximum de 3 ans. Voilà. Alors par filière, ça représente quelques dossiers par an, puisqu'on attend environ 15 nouvelles AMM d'orphanes par an. Voilà. Alors c'est un petit focus pour cette réunion de concertation qui nous semble importante entre la HAS et tous les acteurs afin de mieux gérer l'incertitude. L'idée, c'est de pouvoir se mettre d'accord ensemble sur la nature des données qui sont collectées, les modalités de collecte, la durée, les méthodes d'analyse, voilà. Le niveau de complétude notamment, les moyens à mettre en œuvre et le planning. Alors, quel est le rôle des filières? L'idée ici, c'est de pouvoir présenter à la HAS une expertise qui soit collégiale et non plus individuelle, qui pourrait éviter l'écueil des conflits d'intérêts notamment, spécialisée via les commissions médicaments qui ont été mises en place dans les filières de santé maladies rares. Et voilà, en y associant aussi les structures de recueil des données au niveau européen, le cas échéant, selon les maladies, on pense aux ERN, pour définir la place des innovations dans la stratégie thérapeutique et contribuer à la définition et la validation des critères d'évaluation. Alors on parle du recueil des données demandées. C'est aussi un rôle attendu des filières. Alors, au travers des outils préexistants, quand il existe des registres qui ont été développés par les filières, au travers de l'Observatoire des traitements qui a été mis en place, mais aussi au travers du SDM traitement de la BNDMR qui est attendu pour la fin d'année, voilà. Ou, le cas échéant, de moyens supplémentaires définis lors de la discussion quand il n'y a pas ces outils à disposition. Voilà, et puis la troisième voie, c'est celle des usagers. Et là, l'idée, c'est de sensibiliser à la sollicitation le plus en amont possible des représentants de patients pour qu'ils soient dans des conditions optimales pour pouvoir exprimer leur avis et contribuer à la discussion sur ces critères d'évaluation. Voilà, donc cette réunion à la HAS, elle a eu un écho favorable et voilà, il y avait des représentants de filières et puis d'industriels aussi sur ce projet. Dans les autres enjeux qui ont été identifiés sur l'accès des traitements maladies rares, il y a la question des arrêts de production. C'est un sujet qui a été évoqué à la réunion sur l'Observatoire des traitements au ministère de la Santé récemment. Qui pose question, et puis la question des conditions qui est requise pour pouvoir réussir un repositionnement. Il y a un article qui va être publié sur ce sujet très prochainement, et des groupes de travail en place. Voilà, donc vous êtes les bienvenus pour nous aider à avancer sur ces deux sujets. Voilà, c'est la slide que je cherchais tout à l'heure sur la thématique intelligence artificielle et maladies rares. La OrphadeV travaille en articulation avec ce qui est réalisé dans le cadre du comité stratégique de filière. L'idée, c'est de pouvoir proposer la constitution d'une cellule d'appui au montage de projets IA dans les maladies rares. Donc ça concerne les professions et les acteurs qui veulent développer des projets. L'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition un certain nombre de compétences,
de ressources, en utilisant toutes les ressources qui existent au niveau du développement du numérique en santé, hein, qui sont importantes ces dernières années, avec beaucoup d'outils mis en place. Hein. Mais voilà, l'idée c'est aussi notamment d'avancer sur les questions de contraintes réglementaires et juridiques voilà, qui font souvent perdre beaucoup de temps aux acteurs dans ces domaines-là. Quelques travaux européens à citer. On a eu la chance d'avoir été publié sur un article sur le benchmark, un benchmark international qui avait été fait sur un certain nombre de dispositifs nationaux dans les maladies rares, avec des enseignements intéressants. OrphanDev participe aux travaux du groupe Miroir France dans le cadre du Rare Disease Partnership. Le Rare Disease Partnership, vous savez, c'est le projet européen. Il est coordonné en France par Gisèle Bonne, avec le soutien de l'EJPRD. C'est un projet à horizon plan européen maladies rares, pour lequel Eurordis est très impliqué, très moteur, et puis aussi qui avait été annoncé l'année dernière à la réunion des ministres européens de la santé, réunis par Olivier Véran, si vous avez suivi ce projet. Voilà, nous on a l'idée aussi de pouvoir mettre en place un groupe rassemblant un certain nombre de partenaires européens qui soient sur le même modèle qu'OrphanDev, c'est-à-dire public-privé, rassemblant une diversité d'acteurs en transversalité. Voilà, juste un petit focus peut-être sur la question du partenariat public-privé. Dans le rapport du LEM dont on citait tout à l'heure, les maladies rares représentent 22% des essais qui sont développés, qui sont d'initiatives industrielles. Et 15% de ces essais concernent des patients en pédiatrie, des enfants. Voilà, juste un focus aussi sur France Biotech, hein, qui est le syndicat de l'ensemble des entreprises biotech, medtech et santé en France, dont 25% des membres ont une ODD dans un de ces domaines, biotech, medtech et santé. Voilà, notre prochain comité stratégique auquel je vous disais que tout le monde était invité tout à l'heure parlera notamment de cette nécessaire approche intégrative, public, privé, régulateur, payeur pour parvenir au développement de l'innovation. On parlait dans la présentation précédente du continuum soins-recherche. Voilà, nous aussi on est dans cette problématique du continuum de la recherche à la mise à disposition des solutions pour le patient, avec dans la question de la transversalité, quelle dynamique pour susciter, soutenir les PME dans le développement des innovations, quel soutien collectif des patients, des académiques dont vous êtes, et puis voilà, concrètement pour le financement, quels sont les points forts des projets qui ont été retenus par la BPI, etc. Particularité des MTI, les nouvelles thérapies cellulaires et géniques. Et puis la question de la place des maladies rares dans les travaux de la nouvelle agence de l'innovation en santé qui vient d'être mise en place. Voilà. Alors peut-être pour conclure, quelques idées à emporter. Ce que plébiscitent les participants au réseau d'OrphanDev, c'est ce lieu de concertation et d'échange qu'il constitue. L'opportunité de mixer des points de vue divers entre cliniciens, aussi acteurs industriels, patients. Voilà, c'est l'opportunité d'avoir un laboratoire d'idées où les idées sont assez librement exprimées, de propositions. Voilà, donc constituer un espace collaboratif. Merci à vous, Fiorando, de votre contribution à ces travaux. Et puis, voilà, vous êtes tous bienvenus pour rejoindre. N'hésitez pas à nous faire part de vos projets, de vos idées, enfin de soumettre à la collectivité. C'est l'idée de la collaboration. Voilà. Merci à tous.